Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à cette deuxième journée du colloque. Je voudrais d'abord exprimer mes grands remerciements à Jean-Paul Olive d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à ce colloque. Donc, il a une thématique évidemment qui est si intéressante, si pertinente. Donc, je suis vraiment très heureux d'avoir été sollicité donc, pour participer pour vous exposer encore une fois une partie de mes recherches qui tombent dans ce même domaine, n'est-ce pas? Parce que je trouve que c'était vraiment très bien présenté et Jean-Paul Olive, dès la première phrase de la présentation de ce colloque, vraiment posé la question centrale, cette complicité extraordinaire entre l'utopie et la musique dans l'œuvre de la pensée d'Ernst Bloch. Et ce sera donc mon sujet. Je vais essayer donc d'approfondir un peu cette relation, ce rapport, en focalisant sur cet aspect du réapparaître utopique dans la philosophie blochienne de la musique. Donc, il n'est pas plus nécessaire de présenter l'originalité de la pensée d'Ernst Bloch, mais tous ceux qui évidemment ne le connaissent pas encore très bien, je voudrais seulement rappeler d'abord que le nom d'Ernst Bloch est bien inscrit en grand dans l'histoire de la philosophie allemande moderne et contemporaine, comme penseur d'une philosophie de l'utopie concrète et de l'espérance messianique, qui, avec sa grande trilogie de principe espérance, a non seulement réussi à réhabiliter les utopies pour le néo-marxisme du XXe siècle, mais qui a aussi défié les ontologies modernes, et notamment celle phénoménologique de Martin Heidegger, par l'esquisse d'une ontologie du non-encore-être fondée simultanément sur une théorie de la conscience anticipante et celle du rêver en avant et des affects d'attente qui, dialectiquement enchevêtrés avec la catégorie de possibilité, devrait permettre la transformation d'un non-encore-être utopique toujours immanent dans l'être en un être en utopie, s'identifiant à un avenir du monde et de la société ou à la promesse marxiste du bonheur de tous, sans fraternité, sans exploitation et sans aliénation, serait enfin réalisée. Donc cette pensée du non encore a, comme j'ai essayé de montrer, je rappelle que mon livre a été réédité chez Hermann, philosophie de pensée d'Ernst Bloch, et dans d'autres contributions, je me suis efforcé de montrer à la fois que cette pensée a une dimension ontologique tendant vers l'esquisse d'une ontologie du non-encore-être, une dimension morale et politique revendiquant la conversion du matérialisme dialectique ou du marxisme en une doctrine morale, et 3, une philosophie de la praxis exigeant la transformation des rêves subdiurnes et des images de souhait de la conscience anticipante en une intervention active dans le monde en vue de sa transformation vers le meilleur. Donc, il a aussi évidemment une dimension religieuse, prônant la prévalence d'une religiosité utopico-messianico-révolutionnaire sur la pratique formalisée et conservatrice de la religion des églises. Et enfin, et c'est ce dernier aspect qui nous intéressera de plus ce matin, une dimension esthétique comportant une philosophie de la musique fondée sur cette théorie, sur une théorie du pré-apparaître utopique et une théorie bien sûr de l'art, réfléchissant en profondeur sur la dialectique entre le processus subjectif de création des œuvres et la réalisation d'une substance ou, si vous voulez, d'un pré-apparaître utopique tendant solennellement immanent dans les œuvres, selon Ernst Bloch, s'extériorisant objectivement
aussi avec le concours actif du créateur et de sa génialité. Et c'est cette dernière dimension que je voudrais développer et expliciter dans cette conférence. Tout d'abord, donc, une première tâche s'impose, il est annoncé, donc, comment définir le concept blockien du pré-apparaître utopique. Nous tentons une première réponse à cette question. Nous tentons une réponse et une toute première définition. Et bien, évidemment, dans le terme de pré-apparaître, il y a en effet deux mots. Il y a le pré et il y a l'apparaître. Donc, shine, comme dans l'esthétique hegelienne, ça renvoie directement à l'anticipation dans les œuvres et dans leur structure propre d'une image utopique ou d'un principe utopico-constructeur, par exemple de celui qui a prévalu lors de la construction des cathédrales gothiques au Moyen-Âge, tandis que l'apparaître renvoie toujours à la présence d'un réel symbolique dans l'objet qui, comme le souligne entre autres Gerd Hüding, un des spécialistes allemands de la question, n'est pas une simple copie des figures processuelles et tendancielles dans l'œuvre d'art, mais qui signifie en même temps une présence objective renvoyant à sa capacité de transformation et à sa possible perfectibilité comme identité d'elle-même. Ainsi, la vérité devient-elle un simple mode de l'apparaître. Mais il importe de souligner qu'à ce propos, la définition lockienne du pré-apparaître se distingue de celle du shine, à savoir du apparaître de Hegel, qui, dans son esthétique, identifie explicitement apparaître, essence et vérité. Et si bien que l'apparaître, dans l'esthétique hegelienne, n'est rien d'autre que la production ou l'extériorisation, c'est la manifestation de la vérité par l'œuvre d'art. Et sur ce point précis, Heidegger marche effectivement dans les traces de Hegel. Mais contrairement à Hegel, donc chez Ernst Bloch, le nom encore devenu de l'objet de l'œuvre se manifeste dans l'œuvre d'art comme quelque chose qui se cherche lui-même, préapparaissant dans sa propre signification. Et ainsi, le préapparaître est non seulement objectif, contrairement à l'apparence subjective, mais il est plutôt le mode d'être qui suscite la conscience utopique et lui signifie ainsi, pour ainsi dire, le nom encore devenu selon l'échelle de ses possibilités. Et ainsi, l'art est pour Ernst Bloch non seulement le reflet d'une vérité métaphysiquement déterminée, mais structuration et les Gestalt anticipante, préapparaissante d'une réussite non encore arrivée et en même temps stimulation, je dirais, d'une praxis révolutionnaire. Et en même temps, Bloch oppose-t-il apparemment à la catégorie du reflet de l'esthétique lukáchienne, celle de la continuation du créé. Donc difficile à traduire ce terme, en allemand est fortbilden, autrement dit celle de l'activité esthétique, une catégorie donc, qui décrit de manière adéquate l'essence dialectique du processus esthétique de l'œuvre dans sa multiplicité et dans sa médiation complexe, en tenant aussi compte du rétro-effet de cette dialectique sur la sphère de la conscience sociale et de l'action. Donc, ces mentions politiques aussi. Donc, ici, Bloch met apparemment l'accent sur ce qu'il appelle le rêve éveillé, explicité de l'essentiel, se manifestant dans la conscience. L'effet de stimulation déclenché par une grande œuvre de poésie, par exemple, ou de musique chez l'individu. Donc, il a souligné cela, entre autres, aussi dans sa conférence déjà faite en 1935 à Paris, au congrès antifasciste de la culture, où il était le principal participant de la délégation des Allemands antifascistes exilés avec Bertolt Brecht, Heinrich Mann et Anna Segers. Or, force est de constater que les réflexions blochiennes sur l'esthétique musicale et sur le contenu expressif de la musique commencent bien plus tôt, c'est-à-dire commencent évidemment avec la publication de l'Esprit de l'Utopie en 1918, dont le chapitre central est une philosophie de la musique, qui est pour ainsi dire la meilleure attestation de la pensée du jeune Ernst Bloch, qui résiste encore à la conversion au marxisme et qui est aussi
comme cela a été très justement souligné par le très regretté Jean-Michel Palmier, qui a enseigné à cette université et auquel je voudrais ainsi rendre hommage. C'était un ami, fortement influencé par l'expressionnisme et même par les courants de pensée idéalistes et mystiques. C'est comme je l'ai souligné entre autres dans ma biographie d'Ernst Bloch, une approche encore assez subjectiviste de la question de l'origine et de la structure des œuvres musicales et de leur structure sonore spécifique, où Ernst Bloch s'efforçait d'appréhender a priori l'essence du langage musical à partir du son et à partir du mélos, c'est-à-dire à partir de ce que chante en nous-mêmes, comme il dit, donc ce que chante en nous-mêmes en s'extériorisant, à partir de notre intériorité, notre âme, vers les formes musicales extérieures, comme une flamme qui jaillit de nous, le son entendu. C'est ça la forme. Müll, que j'utilise Ernst Bloch dans l'esprit de l'utopie, la première édition, 218. C'est dans ce contexte précis que Bloch esquisse, entre autres, dans son premier grand ouvrage philosophique, cette théorie originelle du Ich-Ton, du son, du moi, je, qui lui sert de guide théorique, pour ainsi dire, dans cette première grande esquisse d'une philosophie de la musique, qu'est l'esprit de l'utopie. Et cette contribution à l'histoire de la musique, au sens où l'entend Bloch, se distingue apparemment de tout autre traité de musicologie, où l'histoire de la musique par son caractère essayiste et par la volonté affichée dès les premières pages de son ouvrage de placer l'expressivité subjective des grandes œuvres musicales, et notamment la théorie des structures expressives de la musique comme extériorisation d'une volonté utopique subjective. Et là, il y a un petit héritage Schopenhauerien, évidemment, au centre même d'une théorie de la genèse des grandes œuvres musicales. Certes, Ernst Bloch n'est pas complètement indifférent à l'aspect du contexte sociologique et politique de la genèse des œuvres, mais précisément à la différence d'Adorno, dirais-je, l'objectif de Bloch, que Bloch s'est fixé dans ce livre, réédité en 1923, n'est pas du tout d'écrire une quelconque sociologie de la musique du point de vue matérialiste, qui est l'objectif d'Adorno, mais plutôt l'esquisse de l'évolution historique des diverses figures d'objectivation d'une subjectivité utopique créatrice dans les œuvres musicales, ce qui nous conduit à affirmer, par exemple par rapport à la musique baroque, ou par rapport à l'époque de ce que les musicologues appellent la Wiener Hochklassik, c'est-à-dire le grand classicisme viennois. Chez Mozart, par exemple, il dit le subjectif, le moi temporel. Chez Jean-Sébastien Bach, s'objectivise le moi spirituel. C'est donc chez Mozart le moi luciférien en concours du temporel, et chez Bach le moi chrétien du spirituel. Donc le moi que la pensée protestante, plus proche et plus subjective, rend accessible, de la bonté ou de l'Adam sauvé. C'est l'illuminé de l'intérieur. C'est l'élan de la volonté chrétienne d'agir. En ce sens que la musique de Bach cherche à exprimer l'effort de l'âme vers son salut, les degrés de l'amour et de l'espérance, vers lesquels s'élèvent les trois formes vives supérieures, les degrés de la foi, de l'illumination et de l'apocalypse, au sein d'une phénoménologie religieuse non pas plus sublime, mais plus difficile et plus définitive. Alors on voit bien donc que dans cette philosophie de la musique, qui n'hésite pas à s'exprimer volontairement dans des termes religieux aussi parfois, donc le son, cet élément élémentaire et fondamental de toute construction musicale. Le son, des tons en allemand, n'est plus considéré comme un simple matériau mesurable à l'échelle des fréquences, mais comme un phénomène expressif et utopico-constructif primordial, donc fondamental de tout premier ordre. C'est-à-dire, parce que, voilà ce qu'il dit, donc, pour devenir musical, il en est réduit au rang de celui qui s'en empare et s'en sert, pareil aux ombres qui renseignèrent Ulysse. Par ailleurs, tous les développements et réflexions
consacré par Ernst Bloch à l'histoire de la musique et la genèse de ces figures expressives utopiques, d'objectivation respective du chant grégorien jusqu'à la musique romantique de Wagner, des madrigaux de la Renaissance de Monteverdi, jusqu'aux grandes symphonies de Ludwig van Beethoven, de Schubert, de Brahms, de Bruckner, de Gustav Mahler, etc., ne servent en dernière analyse de démonstration pour l'hypothèse, déjà exprimée au début de ce chapitre, que la musique est l'unique théurgie subjective qui nous amène de la chaude et profonde retraite ancestrale du monde intérieur, où seule une lumière brille encore au sein de l'obscurité trouble. Mieux, où seul peut encore venir la lueur qui doit mettre fin à la confusion, à la stérile puissance de l'existant pur et simple. Donc, retraite profonde et ancestrale. Celui qui devrait se confondre, dit le jeune Ernst Bloch, et là c'est typique pour, justement, pour l'écouter philosophique, hein, du jeune Ernst Bloch, qui n'est pas encore marxiste, donc il va se convaincre au marxisme plus tard, après 18-19, voilà, après la publication du premier tome, après la publication de l'Esprit d'Utopie, première version, il va se confondre au jour du jugement dernier avec le royaume des cieux. Donc, évidemment, des passages qui ont attiré l'intérêt d'Emmanuel Levinas, n'est-ce pas, sur Ernst Bloch, et qui évidemment commente ce passage dans son livre Dieu, la mort et le temps. Donc la lumière, évidemment, ici évoquée, symbolise en effet ce principe utopique, cette anticipation utopique. Donc nul doute donc que Bloch a pris volontairement le risque, je dirais, par l'exposition ou la défense de cette théorie de la subjectivité utopique intérieure, expressive, donc se transformant, s'objectivant dans les formes musicales respectives. Il a pris le risque de défier non seulement la musicologie officielle, méfiante à l'égard d'une telle métaphysique du langage musical, mais aussi toutes les approches sociologiques modernes mettant l'accent sur les homologies entre les structures sociales existantes et les structures objectives des œuvres musicales de la modernité. Un fossé théorique énorme sépare ainsi l'esthétique du jeune Bloch de l'esthétique d'Adorno, cette dernière étant définie a priori comme une sociologie matérialiste de la musique, réduisant au strict minimum le facteur subjectif dans le processus de genèse des œuvres musicales modernes, donc se situera pratiquement aux antipodes de l'approche blochienne, pouvant pourtant réclamer pour elle-même une plus grande fidélité à l'égard de la théorie marxiste matérialiste. Même si Adorno, évidemment, ne dit pas qu'il y a évidemment aussi une croissance continue, utopique, n'est-ce pas, dans les œuvres dans la grande musique. Mais il est évident, donc, je dirais que cette faiblesse théorique relative de Bloch, marquant sa première esthétique de jeunesse, parce que ce livre est vraiment un peu confus, a limité l'impact et le rayonnement de cette philosophie de la musique, en laissant l'avantage aux philosophes sociologues de Francfort, qui se sont donnés, eux, des instruments conceptuels plus affinés pour saisir les figures de la modernité musicale, dans le cadre d'une esthétique beaucoup plus sociologique que philosophique. Mais même si Bloch fait ici plutôt figure de solitaire, précisément par l'aveu de ce lien encore réellement non démenti avec l'idéalisme, le romantisme, aussi avec l'expressionnisme, il semble pouvoir nous séduire quand même par l'authenticité et l'humanité d'un discours sur le langage musical, qui, au-delà des critiques légitimes de la musicologie professionnelle, atteste, je pense, une sensibilité unique pour l'expressivité du langage musical. Donc il n'est pas simplement réductible, il peut pas être seulement réductible à des formalisations, à des mathématiques ou à des explications à partir de l'évolution du matériau musical. Et c'est seulement sur ce terrain-là que Bloch sera en mesure peut-être de l'emporter sur ses concurrents. Mais ce qui unit évidemment la philosophie de la musique, de l'esprit de l'utopie, avec le principe espérance, le principe espérance, c'est une grande trilogie philosophique composée par Ernst Bloch,